Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté-Martineau. Alors, Luc, Rosalynn Carter qui est décédée et tu m'as envoyé un petit texte en disant, écoute, elle puis Jimmy Carter, ils ont été mariés 77 ans. Mais voyons donc. 77 ans. Il semble que, j'écoutais Mathieu tout à l'heure, il semble que la définition de la masculinité de Jimmy lui est plus pendant 77 ans. C'est la plus longue union, bien entendu, entre un président et une First Lady et sa conjointe dans l'histoire des États-Unis. Et Mme Carter arrive au deuxième rang des First Lady avec la plus longue longévité. Seule l'épouse de Harry Truman a vécu plus longtemps qu'elle. Mais donc, on imagine, le président Carter a 99 ans. Ce serait étonnant, malheureusement, pour lui qu'il franchisse le cap du 100. On est déjà étonné, d'ailleurs. Elle venait de rejoindre son mari en soins de fin de vie. Donc, Mme Carter est partie la première. L'ancien président est rendu à 99 ans. Et elle, sa cause, parce que c'est dans la tradition, à la First Lady, souvent une cause, que ça soit lutter contre l'analphabétisme ou les meilleures façons de se nourrir, etc. Elle, c'était la santé mentale. Voilà, puis il faut rappeler, on parle encore aujourd'hui de thématiques de santé mentale. On est encore parfois à retirer des étiquettes aux gens qui éprouvent des problèmes de santé mentale. C'est encore une lutte au quotidien pour certaines personnes. Donc, quand on imagine qu'elle est à la Maison-Blanche, elle, entre 1976 et 1980, on peut considérer que c'est une pionnière. Donc, c'était pas évident, c'était pas une cause facile. Elle et Mme Nixon, l'épouse de Richard Nixon, qui, elle, allait plutôt vers les problèmes de dépendance. C'est santé mentale, mais problèmes de dépendance aux médicaments ou aux drogues. Donc, c'était des causes controversées pour l'époque. Et Mme Carter l'a porté fièrement à bout de bras. D'ailleurs, écoute, c'était une femme, j'ai presque envie de te dire, en termes d'activisme, elle était hyper active jusque dans les dernières années de sa vie. C'est le New York Times, je pense, qui ce matin racontait que, écoute, on a développé tout un réseau en Géorgie, permettant, parce que le couple vivait toujours en Géorgie, elle a développé tout un réseau qui a permis de sauver certaines sortes de papillons. Donc, elle a dit, c'est autour de 2013, je pense, 2012-2013, elle a dit, écoutez, moi, je m'inquiète de la disparition d'un certain nombre de papillons dans mon environnement. Est-ce que je peux faire quelque chose? Elle a rencontré des spécialistes, elle a mis à la main à la pâte, elle a dit, bon, on va commencer par la maison familiale. Et on a développé tout un réseau dans la région. Donc, même, entre guillemets, dans de petites choses. Elle est intervenue aux côtés de son époux pour les droits de l'homme ou les droits humains. Elle est intervenue pour la question de la démocratie. Mais même sur le plancher des vaches, très près de chez elle. Donc, elle avait cet impact. Et écoute, elle était déjà octogénaire, presque nonagénaire, au moment où elle lance ses dernières initiatives. Qu'est-ce qui arrive avec Elon Musk? Bonne question. Écoute, on est loin là, de la guerre. En tout cas, écoute, je le pense. On est loin de la guerre des woke contre Elon Musk. On le sait qu'il s'était mis à dos un certain nombre de progressistes. Puis parfois, écoute, j'hésite à le dire, mais je rejoignais Elon Musk quand il dénonçait une forme de censure d'une gauche plus doctrinaire. Écoute, cette fois-là, il a, lui, appuyé. Il y est allé de propos personnels, mais d'appui littéralement à des propos qui sont considérés comme antisémites. Depuis qu'il a acheté, depuis qu'il s'est procuré ce jouet de milliardaire qui est Twitter, qui est devenu X, on a remarqué que la plateforme avait eu un virage à droite, ce qui en soi est pas forcément mal. Au contraire, c'est peut-être un rassemblement pour la droite, mais là on a dit, écoutez, oups, il y a plus que la droite, on a de l'extrême droite. Le fameux mot en haine qu'on s'est interdit et qu'on s'interdit encore de dire, il est revenu là à la hausse, des propos contre les minorités. Et là, c'est des propos à l'effet qu'il y aurait ce complot juif aux États-Unis pour écarter finalement ou atténuer la portée de la puissance de l'homme blanc. Donc, il est allé très loin en embrassant ces propos-là. Ce qui fait que de l'extérieur de la plateforme maintenant, puis c'est remonté jusqu'à la Maison-Blanche, on a dit, M. Musk, vous allez particulièrement loin, vous tombez dans la théorie du complot, et c'est carrément, vous contribuez tous les deux, on a parlé de ça la semaine dernière, à la vague d'antisémitisme qui sévit aux États-Unis. On le sait maintenant, depuis que le Hamas a attaqué Israël et que la réponse d'Israël
est toujours en marche. Donc, il y a cette vague. Les Juifs sont les premières victimes de la situation. Loin, entre guillemets, c'est dommage de le formuler comme ça, mais en nombre, loin devant ce qui s'est passé au niveau de l'islamophobie. Écoute, il est vraiment erratique, Elon Musk. C'est le moins qu'on puisse dire, là. Non, écoute, quand la biographie d'Elon Musk, la plus récente, est sortie, je t'en avais parlé, je te disais, je serai de ceux qui vont lire cette biographie-là. Et c'est le genre de personnage qui est lui-même polarisant et qui divise. Il y a une part de génie, il y a une part d'initiative, il y a une part de vision dans ce qu'a fait Elon Musk. En même temps, il est, tu l'as bien dit, particulièrement erratique, imprévisible. Et moi, ce que je note, c'est que dans ce que fait Elon Musk, qui a déjà été proche des démocrates et de la gauche, il ne fait plus qu'embrasser les républicains. Il s'en va à l'extrême droite du Parti républicain et c'est là où il semble, dans les 2-3 dernières années, faire son lit. Et si parfois on craint des dérives de l'extrême gauche, ce que fait Elon Musk ces jours-ci m'inquiète. Ou en tout cas, ça me fait sourciller. Oui. Du personnage inspirant à certains égards, il devient quelqu'un considérant le grand pouvoir politique puis un brin économique et militaire dont il dispose, parce qu'on avait discuté tous les deux du fait qu'il est un relais, entre autres en Ukraine, pour l'information, pour l'accès à Internet et l'accès à l'information. Le poids dont il jouit puis la tendance actuelle, moi, ça m'inquiète. En tout cas, je me poserais des questions si j'étais dans son entourage. C'est l'anniversaire de Joe Biden aujourd'hui. Alors, il veut réunir la Cisjordanie et Gaza. Voilà, M. Biden, dont l'équipe essaie un peu de refaire l'image, c'est-à-dire qu'on va pas nier le fait qu'il vieillisse. Je pense qu'il aurait sauté un anniversaire, M. Biden, sans s'en plaindre. Il aurait pas sourcillé si on l'avait oublié. On souhaite refaire son image en disant, ben oui, il a l'âge qu'il a, mais en même temps, c'est l'âge du sage. Donc, va-t-on parvenir à stimuler les troupes et à regaillardir les électeurs en vantant la sagesse de Joe Biden? Moi, en tout cas, j'ai trouvé intéressante cette nouvelle en fin de semaine. C'est à la fois, je pense, pour le moment illusoire, mais ça montre bien qu'autant à l'international que chez lui, il est conscient de marcher sur un fil de fer. C'est pas rien ce qu'il a déclaré hier et qu'on rapporte ce matin. Il a dit, écoutez, moi, je suis en faveur de réunir la Cisjordanie à la Palestine, finalement, ou à Gaza, quand on aura terminé de faire le ménage avec le Hamas. Je le formule de la même manière. C'est-à-dire de redonner les territoires occupés par les colons, de redonner ça à Gaza. Voilà. Je m'excuse, mais il doit y avoir des colons juifs qui sont en beau fusil contre Joe Biden. Et ils doivent être en beau fusil. Le mot est peut-être bien choisi autant pour l'image que pour la réalité sur le terrain. C'est que M. Biden les a interpellés directement en disant « Il y aura des représailles si vous harcelez ou si vous vous en prenez aux musulmans qui vivent en Cisjordanie. » Donc, c'est d'ailleurs dans l'ordre ce qu'il a dit en premier. Et il a dit, quand on aura terminé du côté d'Israël d'éliminer le Hamas, moi, je suis pour une autorité palestinienne revitalisée. Le terme est charmant, le terme est presque beau et agréable, mais ça implique des changements qui sont majeurs sur le terrain. Donc, est-ce que dans un avenir rapproché, quelqu'un croit que les colons juifs vont quitter la Cisjordanie? Quelqu'un croit que Netanyahou et le gouvernement qui est très à droite en Israël, tous ces gens-là sont prêts à une autorité palestinienne, en guillemets, améliorée, version 2.0? C'est ce que M. Biden a proposé. Et je répète, il sent très bien qu'il est critiqué sur la scène internationale parce qu'il y a des pertes de vie humaines importantes du côté des Palestiniens et surtout à l'approche d'une année électorale. En fait, on est à moins d'un an maintenant de l'échéance électorale pour le président Biden. Il sent bien que chez lui, la question, elle est délicate. Elle est malheureusement, dans tous les sens du terme, explosive. Et ça ne joue pas en sa faveur dans des États clés comme le Wisconsin, dans des États clés comme la Pennsylvanie. La communauté musulmane se tourne contre lui et les chiffres ne mentent pas. Est-ce qu'il a le temps de regagner les appuis? Écoute, il peut pas se perdre. Dans les 5 à 6 États pivots, il ne peut pas se permettre d'en perdre plus que 2, 3. Yeah. Donc, il faut qu'il gagne presque la moitié de ces États-là pour demeurer le président des États-Unis. Et la question des musulmans ou des arabo-musulmans, elle est primordiale pour lui. En tout cas, un accord de paix ne peut que doit passer absolument par un retrait, justement, des territoires occupés par les colons juifs. On ne peut pas en faire l'économie de ça. Ça doit passer par là. Merci beaucoup, Luc La Liberté. On se reparle demain. Bonne journée.
À demain, Richard. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'excellente équipe avec qui je travaille, à la recherche Marianne Bessette, Maxime Milsayer, Cybèle Olivier, à la réalisation, la mise en onde, Jean-François Roy. Merci pour votre excellent travail. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Ah, Isabelle Maréchal, c'est vrai, parce que Benoît est encore en déménagement dans son château avec des ponts-levis, tout ça. Donc, c'est Isabelle Maréchal qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée.